Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir évidemment de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur ce que certains peuvent considérer, pourquoi pas, comme un chef-d'œuvre. Le film Le Comte de Monte-Cristo, sorti récemment sur les écrans français. Le personnage principal de cette œuvre est interprété au cinéma, cette fois-ci par l'acteur français Pierre Ninet. Donc, évidemment, Le Comte de Monte-Cristo, ce film est inspiré de l'œuvre du même nom d'Alexandre Dumas père, donc le roman Le Comte de Monte-Cristo. Alors, je suis allé cette semaine voir ce film par curiosité, je n'ai pas été déçu, et bien évidemment, cette vidéo est l'occasion de revenir sur le contexte de cette œuvre littéraire d'Alexandre Dumas père, sur le contexte qui prévaut actuellement en France au moment où ce film sort sur les écrans. Il faut savoir d'ailleurs que l'acteur Pierre Ninet, l'acteur principal du film, a fait, tout comme Kylian Mbappé d'ailleurs, ou Jules Koundé de l'équipe de France de football, un message politique euh, pour sensibiliser le public relativement aux risques que représente le Rassemblement national, il est possible, avec un scénario très pessimiste, mais il est néanmoins possible que demain dimanche, le Rassemblement national accède au pouvoir avec un Premier ministre issu d'une nouvelle majorité et évidemment, pour beaucoup de gens, soucieux du vivre ensemble, soucieux de la démocratie, eh bien, les droits humains, certains droits humains seront revus à la baisse ou purement et simplement niés, avec finalement une expérience de fascisme au pouvoir et une expérience de racisme institutionnel. Alors, le but, c'est pas de dire que le Rassemblement national va inaugurer une période de racisme institutionnel en France. Bien évidemment, ce racisme existe déjà, mais ce sera pire parce que évidemment, la ligne politique de ce parti est basée sur la xénophobie et voilà, et sur le ressentiment. Alors, vous allez me dire, au début de cette vidéo, ça part un peu dans tous les sens. Oui, c'est souvent mon cas. Mais je vous rassure tout de suite, il y a un fil conducteur. Et pour voir quel est ce fil conducteur, eh bien nous allons revenir au thème principal de cette vidéo, qui est bien sûr une critique du film Le Comte de Monte-Cristo, et puis bien sûr aussi du roman de Dumas, et tout en faisant le nécessaire pour s'appesantir sur la biographie d'Alexandre Dumas qui permettra de mieux comprendre où exactement nous voulons en venir. Alors, cette histoire du comte de Monte-Cristo, au départ, elle est puisée dans un fait divers. Donc, beaucoup de gens sont au courant de cela, à savoir Alexandre Dumas, pour écrire ses œuvres de fiction, avait besoin de s'appesantir sur certaines réalités. C'était grâce en fait à cette réalité. Des fois, il faisait des enquêtes de terrain avant d'écrire un roman. Par exemple, quand il écrit Les Trois Mousquetaires, eh bien, il va enquêter sur le terrain et sentir l'atmosphère des villes où l'action de son roman va se dérouler. Et c'est à partir de là qu'il va pouvoir faire œuvre d'imagination. Donc il y a un mélange dans ces livres de réalisme et d'imagination. Et donc le personnage par exemple de D'Artagnan, puisqu'il est aussi l'auteur des Trois Mousquetaires, donc le personnage principal est D'Artagnan, le véritable D'Artagnan a aussi existé. Mais évidemment, le D'Artagnan de Dumas a comment dirais-je, n'est pas semblable en tout point au D'Artagnan réel. Et d'autre part, s'agissant
du comte de Monte Cristo, au départ on peut dire que c'est un personnage de pure fiction, mais il a quand même puisé dans un fait divers, une histoire de vengeance, les éléments qui pouvaient lui permettre d'écrire ce roman. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Alexandre Dumas a puisé dans sa vie personnelle et dans son histoire familiale certains des éléments qui vont lui permettre d'écrire ses romans. Le personnage de Edmond Dantès ou du comte de Monte Cristo, puisque finalement le comte de Monte Cristo c'est une sorte de Edmond Dantès ressuscité et qui revient se venger après avoir été trahi et qui nantit d'une fortune considérable et d'une éducation qu'il ne possédait pas au moment où il a été trahi, va, avec tous ces éléments qui lui permettent de confondre ses ennemis et aussi en maîtrisant l'art du travestissement, confondre ses ennemis et se venger. Et c'est à une période, et là c'est là où nous pouvons peut-être voir le lien avec les soubresauts politiques que nous vivons aujourd'hui en France, la période qui correspond à l'histoire du comte de Monte Cristo, donc du roman, c'est une période où, en fait, en France, Napoléon Bonaparte a été vaincu par ses ennemis, les puissances coalisées de l'Europe monarchique. L'empereur Napoléon Bonaparte était vu par l'Europe monarchique, les Austro-Hongrois, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni ou d'autres puissances telles que la Russie, des tsars, comme un usurpateur en fait, qui avait renversé la royauté et établi un empire, voilà, sous le modèle en s'inspirant du modèle de l'Empire romain et pour assouvir sa soif d'ambition personnelle. Et justement, durant la campagne d'Égypte, et là je ne parle plus du roman, nous allons y revenir, je vous rassure, pendant la campagne d'Égypte, au moment où Bonaparte était tout puissant, un général va constater et alors c'est pas vraiment ce qu'on appelle un complot, mais va sensibiliser ses pairs généraux sur le fait, alors pairs P-A-I-R-S bien sûr, ses pairs généraux sur le fait que en fait Napoléon Bonaparte ou Bonaparte lance ces guerres là et pour assouvir des besoins qui sont liés à ses ambitions politiques personnelles en France. Et durant la campagne d'Égypte, il y a notamment le général Alexandre Dumas, le père de l'écrivain, donc d'origine haïtienne et normande, qui va sensibiliser donc ses collègues généraux sur la soif d'ambition de Bonaparte. Et Bonaparte sera au courant de cela et lui en tiendra rigueur. Donc il faut savoir que le général Dumas est un véritable héros à ce moment-là dans l'armée française. C'est un républicain convaincu qui a concouru à pas mal de victoires militaires sur différents fronts sur lesquels l'armée française était engagée, donc contre ses voisins, et que ce soit dans les Alpes, il va s'illustrer, il s'illustrera contre les Austro-Hongrois, etc. Il sera envoyé aussi avec plus ou moins de bonheur en Vendée, et c'est en Vendée qu'il sera surnommé par les Chouans, c'est-à-dire les royalistes, les paysans royalistes et les nobles royalistes qui se sont rebellés contre le nouveau pouvoir républicain. À ce moment-là, c'est pas encore l'Empire, Napoléon Bonaparte n'est pas encore empereur, et c'est juste un général parmi d'autres, mais à ce moment-là, les républicains mènent une guerre féroce en Vendée, et la Vendée fait l'objet c'est une province de l'ouest de la France, fait l'objet d'un véritable soulèvement contre-révolutionnaire,
Et donc, il y a des prêtres catholiques, il y a des nobles et il y a des paysans qui sont fidèles au roi. Et donc, la guerre menée par les républicains est féroce. Et malgré tout, le général Dumas est surnommé par les Chouans, donc par ses contre-révolutionnaires, Monsieur de l'Humanité. Parce que quand on dresse au sein des villes conquises de Vendée la guillotine pour sanctionner les rebelles, il ferme ses fenêtres et ses volets, ne voulant pas assister aux exécutions. Et il fait preuve de beaucoup d'humanité dans ses rapports avec la population conquise de Vendée. Et donc, c'est un républicain convaincu, et effectivement, la dérive autoritaire que va connaître la France avec le passage du pouvoir révolutionnaire au pouvoir impérial, avec la prise de pouvoir totale et complète de Napoléon Bonaparte, eh bien cela, il ne va pas l'accepter et il ne pourra pas s'empêcher de s'exprimer. Donc, euh, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Je parlais tout à l'heure de la campagne d'Égypte. Alors là, à ce moment-là, Bonaparte est à le vent en poupe, si on peut dire. La campagne d'Égypte est un succès sur le plan de la prise de contrôle de certaines richesses archéologiques. C'est un succès entre guillemets culturel, mais c'est un échec militaire, parce que malgré la victoire que l'armée française va avoir sur les Mamelouks, ce sont les anciens esclaves blancs d'Europe de l'Est qui dominent à ce moment-là l'Égypte, et qui sont des guerriers redoutables. Donc c'est vrai que l'armée française va balayer la résistance mamelouk et va prendre le contrôle de l'Égypte, mais ensuite, quelques temps plus tard, l'armée française sera l'objet d'une attaque surprise de la flotte britannique dans la rade d'Aboukir, et une bonne partie de la flotte de la marine militaire française sera détruite dans la rade d'Aboukir. Et ensuite, pour revenir sur le continent européen, beaucoup de soldats français et même de gradés de haut rang seront obligés de revenir en Europe par leurs propres moyens. Et certains, d'ailleurs, soldats français mourront de différentes maladies qu'ils auront contractées sur place. Certains avec le climat ou les maladies qu'ils vont rencontrer ou les problèmes de malnutrition vont devenir fous. Et certains même se suicideront. En fait, alors effectivement, certains savants français, à l'occasion de cette campagne d'Égypte, vont mettre la main sur des quantités de richesses archéologiques qui font aujourd'hui la richesse des musées français, dont le musée du Louvre, mais ce ne sera pas un grand succès militaire. Et donc, à l'issue de cette campagne d'Égypte, le général Dumas, le père de l'écrivain Alexandre Dumas, rentre sur le continent européen par ses propres moyens. Il croit faire escale, il fait escale à Malte et il pense qu'il est en territoire ami, alors qu'en fait le pouvoir politique à Malte a changé depuis. Et il se trouve face à un pouvoir ennemi et qui considère la France comme un pays ennemi. Et il se trouve emprisonné, et il va être emprisonné pendant pas mal de temps à Malte, où il sera l'objet d'une tentative d'empoisonnement. Et il finira par être libéré, mais il reviendra en France complètement diminué, il ne sera plus le même homme, et il sera quelque part trahi par Napoléon Bonaparte, puisque Napoléon Bonaparte ne voudra plus entendre parler de lui, et tous les officiers supérieurs et tous les officiers, ou même les soldats français d'origine africaine, seront radiés par Napoléon de l'armée française, et il ne pourra plus percevoir sa solde de général, et il pourra survivre grâce au concours de sa belle famille. Et donc il sera brisé psychologiquement, il a été empoisonné, il a fait l'objet d'une tentative d'empoisonnement de la part des Italiens à Malte, et il ne sera plus le même homme. Et finalement, dans cette histoire du comte de Monte Cristo et d'Edmond Dantès, Alexandre Dumas va puiser dans son histoire familiale
Et en fait, le général Dumas, pendant toute sa vie, aura été une sorte de surhomme, parce que c'était quelqu'un qui pouvait, je dirais pas gagner des batailles à lui tout seul, mais c'était presque ça. Il pouvait faire face à 10 ou 15 soldats ennemis, et à la différence de certains généraux, il allait sur le terrain donner l'exemple dans les conflits, et il se contentait pas d'être sur un promontoire d'une petite colline à observer la bataille à distance. Non, il mouillait vraiment sa chemise. Et donc, Alexandre Dumas va perdre son père alors qu'il n'a que 4 ans. Et il y a une histoire d'ailleurs qui est délicieuse dans les mémoires d'Alexandre Dumas, quand il raconte sa jeunesse et le décès de son père. Euh, donc, le cadavre de son père est au premier étage de la maison, à Villers-Cotterêts. C'est dans l'Aisne, en Picardie actuelle, hein. C'est dans la Picardie. Et Alexandre Dumas n'a que 4 ans et son père vient de rendre l'âme. Et puis le petit garçon de 4 ans a une épée de jeu, d'enfant, quoi. Et il se précipite au premier étage et sa mère lui dit: mais qu'est-ce que tu vas faire? Il dit: mais je vais tuer la mort, qui a emporté papa. Je vais venger papa, je vais tuer la mort puisque c'est la mort qui l'a emporté. Donc il y a déjà ce côté un peu original de Alexandre Dumas qui va puiser donc dans son histoire familiale pour raconter pour être un conteur, en fait, puisque les romanciers sont un peu les héritiers des conteurs des sociétés traditionnelles. Et d'ailleurs, le personnage de D'Artagnan est certes, dans Les Trois Mousquetaires, est certes inspiré de D'Artagnan, mais son côté intrépide est aussi inspiré de son père, donc le général Alexandre Dumas. Puisqu'il y a 3 Alexandre Dumas, il y a le général, ça c'est le premier, il y a le deuxième qui est Alexandre Dumas père, donc l'écrivain, auteur du Comte de Monte Cristo, des Trois Mousquetaires, de la Reine Margot, et puis il y a quand même un troisième Alexandre Dumas. C'est le petit-fils du général, donc le fils d'Alexandre Dumas, qui s'appelle aussi Alexandre Dumas, et que les spécialistes appellent Alexandre Dumas fils pour le distinguer de Alexandre Dumas père. Et Alexandre Dumas fils, c'est plus un dramaturge, il va écrire des pièces de théâtre, mais il va écrire aussi un roman qui s'appelle La Dame aux camélias. Donc c'est toute une dynastie d'écrivains, hein. Et voilà. Et donc, pourquoi nous parlons de cela? En fait, l'histoire du Comte de Monte Cristo dont il est question, adapté au cinéma récemment et diffusé actuellement sur les écrans français avec l'acteur Pierre Ninet, c'est un grand mythe littéraire. C'est vraiment un grand mythe littéraire parce que, en fait, pourquoi cette histoire nous parle? Parce que c'est une histoire de trahison, c'est une histoire de vengeance, et c'est une histoire, en fait, comment dirais-je, d'éthique. C'est ça qui rend les livres de Dumas aussi attachants. C'est l'éthique qui s'en dégage, c'est-à-dire la moralité, c'est aussi le panache. Nous vivons une époque, en fait, aujourd'hui, où la trahison est quelque chose de considéré comme normal, souhaitable et même élégant. C'est-à-dire, on a réussi à nous vendre depuis plusieurs générations l'élégance de la trahison. C'est-à-dire une trahison qui est bien faite, qui est bien mise en scène, c'est quelque chose qui suscite l'envie. Et cette trahison se substitue à la réalité, en fait. Or, dans les romans de Dumas, nous voyons exactement l'inverse. Donc, nous voyons exactement l'inverse. C'est pour ça que ce livre, Le Comte de Monte Cristo, a été traduit dans de nombreuses langues. Et donc, en plus, je rappelle l'histoire, en fait, du Comte de Monte Cristo. Ça se passe au moment où Napoléon donc, a perdu le pouvoir, où il a été vaincu par les puissances européennes coalisées.
il est sur l'île d'Elbe, si ma mémoire est bonne, et il y a eu la restauration du pouvoir royal en France. Et donc, un jeune marin qui s'appelle Edmond Dantès et qui est en poste à Marseille, et qui est un Marseillais en fait, un jeune Marseillais de 19 ou 20 ans, est un surdoué dans le domaine de la marine marchande. Il est lieutenant dans un navire de la marine marchande qui appartient à l'armateur Morel. Et lors d'un voyage très lointain qu'ils font, le navire s'appelle le Pharaon, et qu'ils font, le capitaine meurt de fièvre typhoïde, je crois. Et quand ils reviennent à Marseille avec toute la cargaison, de façon très professionnelle, comme le second du navire, donc c'est Edmond Dantès, il a pris les commandes à la suite de la mort de maladie du capitaine, et il revient avec tout le chargement, etc. Et il a tellement bien œuvré pour continuer ce voyage de la façon la plus décente possible et la plus professionnelle que l'armateur décide de le nommer capitaine. Mais il y a des jaloux. Et il est de famille pauvre, Edmond Dantès, et il va se marier avec la belle Mercedes qu'il a connue depuis sa plus grande jeunesse. Et donc tout lui réussit. Il va se marier. Il va aussi... il vient d'être nommé capitaine. Il a toute la confiance de l'armateur Morel. Et malheureusement, lors de son voyage, il a fait escale à l'île d'Elbe, où il a rencontré Napoléon, qui lui a remis une lettre pour quelqu'un. Attention, Edmond Dantès ne fait pas de politique, c'est juste un marin. Son univers, c'est juste l'univers des marins. Donc il a pris par politesse la lettre que lui a remis Napoléon pour un certain non pas de Villefort, mais un certain Noirtier, pour un certain Noirtier, oui. Mais il ne sait même pas ce que contient la lettre, il n'a même pas ouvert l'enveloppe. Mais comme il y a des jaloux, et ben le comptable ou l'économe du navire qui voulait être nommé capitaine et qui sera jaloux de Dantès, va faire en sorte qu'il y ait un complot pour dénoncer Dantès d'être un agent bonapartiste. Et finalement, Dantès sera arrêté. Il y aura un complot. Dans le complot, pour le faire accuser, il y aura son rival, c'est-à-dire le cousin de Mercedes qui a toujours rêvé d'en faire sa femme. Il y aura le comptable du bateau et il y aura peut-être un autre témoin, mais qui sera tellement sous l'emprise de l'alcool qu'il ne pourra pas s'opposer à ce complot, mais il sera coupable par négligence en fait et non-assistance à personne en danger. Et à la suite de ça, Edmond Dantès va passer 14 ans en prison. Il en sortira très riche après s'être évadé et après avoir fait la découverte d'un trésor. Et en prison, il aura rencontré un prêtre qui était en fait un révolutionnaire italien, un prêtre révolutionnaire italien, un érudit, et qui était détenteur d'un trésor situé sur l'île de Monte Cristo. Et donc, il va faire l'éducation de Dantès en prison, parce que Dantès est un marin qui ne connaît pas les arts, qui ne connaît pas l'escrime. Il ne sait pas se défendre si on l'attaque avec une épée. Il ne sait parler que français. Il ne connaît pas d'autres langues. Il va lui apprendre les langues. Il va lui apprendre l'italien. Il va lui apprendre l'arabe. Il va apprendre l'histoire, la philosophie et l'escrime. Et donc, et surtout, il va lui léguer son trésor. Donc, quand Dantès réussit à s'échapper, il se dote d'une nouvelle personnalité et d'une nouvelle identité, et avec le trésor magnifique que lui a légué donc le prêtre italien qui est mort en prison, il va pouvoir avoir tous les instruments de sa vengeance.
Donc c'est un mythe aussi extraordinaire que par exemple le mythe d'Osiris, sauf que là c'est un mythe littéraire. Donc, et là il ne s'agit pas en l'occurrence de la Maat, mais il s'agit quelque part de la vérité. Donc la vérité-justice, c'est aussi un peu la Maat finalement. Et la vérité-justice, c'est confondre ses ennemis et savoir que le complot finalement, au final il va échouer puisque il aura tous les éléments de sa vengeance. Alors, pour les gens qui aiment le cinéma, le film avec l'acteur Pierre Ninet a été tout à fait réussi. Pour les gens qui aiment le cinéma, certains ont vu Django, le film Django Unchained, et dans ce film-là, réalisé il y a quelques années, il y a eu aussi une scène où on parle d'Alexandre Dumas, si vous vous souvenez bien. Au moment où Django est sur le point de libérer donc son amoureuse, qui est détenue par des esclavagistes, juste avant, donc il cède d'un comment dirais chasseur de primes d'origine allemande, et au moment où ils ont un conflit vraiment armé avec l'esclavagiste, interprété par Leonardo DiCaprio, un homme cruel, raciste, etc., et bien comment dirais-je, le chasseur de primes allemand se met à lui parler d'Alexandre Dumas et lui dit que vous dites que les Noirs sont inférieurs, mais en fait l'un des plus grands écrivains français dont l'œuvre est connue dans le monde entier est Alexandre Dumas, et Alexandre Dumas était un Noir. Donc cette histoire-là est intéressante parce que Alexandre Dumas père a toujours était en but, je le disais, au racisme, malgré les grands succès littéraires qu'il a rencontrés. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il fait partie de cette diaspora noire explorée par l'historien Ibrahima Babakake dans son livre sur la diaspora noire que j'avais pu lire au Gabon, en Afrique, et qui m'avait beaucoup impressionné. Et beaucoup de chercheurs africains-américains ou tout simplement américains, euro-américains, comme Runoko Rashidi, comme J.R. Rogers, ou plus récemment comme Tom Rees, parlent de Dumas avec beaucoup de tendresse et d'estime. Quand bien même Alexandre Dumas, comme beaucoup de personnes de l'époque, et d'origine mixte, ayant grandi dans une société purement européenne, ont eu un rapport ambigu avec la communauté noire. Un rapport ambigu qui était fait d'attachement et parfois de distanciation un peu choquante. Mais quand bien même, le personnage d'Alexandre Dumas apparaît comme éminemment sympathique auprès de tous ces chercheurs, comme Tom Rees, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Conte Noir. Il a même eu le prix Pulitzer pour ce livre qu'il a publié, je crois, en 2011. Le Conte Noir, l'histoire du comte de Monte Cristo. Et en fait, c'est l'histoire qui a inspiré le comte de Monte Cristo, c'est l'histoire du général Dumas. Et donc, à travers ce livre de Tom Rees, par exemple, on voit qu'au moment où Napoléon prend le pouvoir total, il va exclure tous les gradés et tous les soldats afro-descendants de l'armée française. Et finalement, c'est la place des Noirs au sein de la société française qui est questionnée à la fin du livre. Et d'ailleurs, Tom Rees parle notamment de l'hommage qui est rendu de façon récurrente par l'historien guadeloupéen, comment dirais-je, Claude Ribes. Il y a un hommage qui est rendu au général Dumas ou à Saint-Georges, une autre personnalité noire de l'histoire de France, qui était un grand compositeur de musique et qui était aussi le premier escrimeur du royaume. Et donc, c'est la place des Noirs au sein de la société française qui est questionnée par rapport à cela. Et au jour d'aujourd'hui,
au moment où les élections législatives auront lieu demain, le second tour des élections législatives, il y a encore des personnes qui doutent du fait qu'il puisse y avoir une diaspora noire en France et que cette diaspora noire puisse avoir en quelque sorte voix au chapitre quant à l'avenir politique de la France. Au moment où la France est menacée par la prise de pouvoir par les urnes d'un parti d'extrême droite ouvertement xénophobe qui veut revenir sur certains acquis et qui veut en fait faire la chasse aux nationaux qui ne seraient pas de vrais Français, il est important que les personnes d'ascendance africaine, comme toutes les personnes éprises de paix et de liberté, puissent se mobiliser et empêcher cette infamie. Donc il est frappant de constater que malgré les Alexandre Dumas, malgré les Saint-Georges, peut-être qu'un autre jour nous ferons une vidéo spéciale sur Saint-Georges, parce que ce personnage de l'histoire de France est assez considérable, tout aussi considérable que le général Dumas ou que Alexandre Dumas, père. Eh bien, il est frappant de constater que certains encore veulent nier le fait qu'on puisse être à la fois africain français, comme il y a des Africains américains, comme si il y avait une antinomie entre le fait d'être d'origine africaine et d'être citoyen français. Donc, tout comme certains seraient prêts à nier qu'il puisse exister des Africains allemands ou des Afro-allemands, et pas seulement au sein de l'équipe de football. Donc, quand on étudie l'histoire de France, quand on étudie l'histoire du monde, l'histoire de l'Europe, ou l'histoire de différents continents, on se rend compte effectivement que les mouvements de population sont très anciens. Et de toute façon, la France elle-même, ou l'Europe elle-même, qui est un jeune continent, a été aussi peuplée au départ par des populations d'origine africaine, puisque l'humanité est née en Afrique. Donc le fait qu'on soit africain et français ne veut pas dire qu'on est africain et membre du Front National, par exemple, ou du Rassemblement National. Il y a des gens qui font la confusion entre le fait d'avoir la citoyenneté d'un pays, d'être partie prenante aux événements qui peuvent avoir lieu dans ce pays, et c'est forcément être dans la suprématie blanche, qui n'a pas de sens. C'est comme si on disait qu'être africain-américain, c'est forcément être pro-Trump ou faire cause commune avec le Ku Klux Klan, mais ça n'a pas de sens. Donc, finalement, c'est un concours de circonstances, mais le simple fait que le comte de Monte Cristo ait pu être sur nos écrans actuellement, au moment où il y a cet enjeu électoral en France, ça veut dire qu'un peu comme les personnages d'Alexandre Dumas, il faut que nous puissions sortir de nos prisons idéologiques. En l'occurrence, il ne s'agit pas de la prison telle qu'a pu la connaître le général Dumas, ou telle que peut la connaître Edmond Dantès, mais c'est une prison conceptuelle, d'où il faut sortir pour prendre parti dans ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'ici et maintenant. Si nous étions en Afrique, ce serait pareil. Il faudrait prendre parti aussi contre certaines dictatures ou certaines privations des droits élémentaires que certaines populations peuvent rencontrer en Afrique. Eh bien, à partir du moment où nous sommes quelque part, nous ne pouvons pas être indifférents à tout ce qui se passe. Moi, personnellement, quand j'étais un jeune, un enfant même, j'avais assisté à un concert de John Williams, qui était un chanteur de gospel. Et il m'avait pris dans ses bras alors que j'étais un jeune enfant. Et John Williams, c'est un pseudonyme parce qu'il était chanteur de gospel d'origine alsacienne par son père et ivoirienne par sa mère. Et donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été pris avec d'autres travailleurs de son usine par les Allemands parce qu'il y avait eu un sabotage dans l'usine. Et il a été déporté au camp de Neuengamme en Allemagne. Il raconte ça aussi dans sa biographie, dans son autobiographie, qui s'appelle « Si toi aussi tu m'abandonnes », c'est le nom d'une de ses chansons.
Et d'ailleurs, John Williams, on le retrouve dans le film et dans le roman et dans le livre d'histoire de Serge Billet, Noir dans les camps nazis. Et donc il y a tous ces souvenirs-là qui concernent des personnes françaises d'origine africaine. Et si des Africains ont été déportés à l'époque dans les camps nazis, comme John Williams, j'ai pu le rencontrer beaucoup plus tard d'ailleurs, au moment où j'étais journaliste freelance dans certains journaux de la gauche alternative. Et j'étais tout fier, pu le rencontrer au moment où j'étais un adulte. Alors évidemment, il ne se souvenait pas de moi, puisque la première fois qu'on s'était vu, j'étais un bébé. Mais j'avais pu le rencontrer à nouveau. Et ce qui s'est passé à l'époque de l'occupation allemande peut se passer aussi, pourquoi pas plus tard, si le Rassemblement national prend le pouvoir, à savoir on va mettre des gens dans des camps. Alors peut-être pas des camps comparables à ceux des nazis, mais sachant la filiation idéologique qu'il y a entre le Rassemblement national, les fondateurs de ce parti qui s'appelait autrefois Front National, et les idéologies d'extrême droite dont on a pu constater les dégâts durant la période hitlérienne en Allemagne, il n'est pas exclu qu'on mette des gens dans des camps. Donc c'est pour ça que, fort de ce souvenir, il est nécessaire de prendre position et de ne pas pratiquer la politique de l'autruche. Voilà, c'était le but de cette vidéo d'aujourd'hui.